Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Ici Chantal Doré, bienvenue à la 3e saison de Héros Anonymes. Bonjour à tous. L'immigration est un enjeu chaud cet automne. Ce sujet très polarisant est au cœur, entre autres, de la campagne présidentielle américaine et influencera certainement les prochaines élections au Canada. Ceci dit, au cœur de ces enjeux politiques, il y a des gens. Il y a des gens qui sont là pour ces gens. C'est le cas de Bato Redzovic, directeur de Accueil Parrainage Outaouais. Depuis bientôt 45 ans, l'organisme aide les immigrants à s'intégrer au sein de la société québécoise, que ce soit pour se trouver un emploi ou un logement. Oui, cette chose de plus en plus rare. Bato nous racontera ses propres défis alors qu'il fuyait les bombes en Bosnie-Herzégovine il y a déjà quelques décennies. Dès que Bato a maîtrisé suffisamment le français, il est devenu bénévole à Accueil Parrainage Outaouais, dont il est aujourd'hui le directeur général, un organisme qui aide les Québécois, les immigrants à s'intégrer au Québec. Comme quoi, le bénévolat peut nous mener loin. C'est ce que l'on souhaite à la jeune et brillante Théa Soulière, récipiendaire du prix Hommage Bénévolat Québec, catégorie jeune bénévole. Âgée de 22 ans, Théa est active dans sa communauté depuis l'âge de 14 ans, donc 8 ans, à titre de bénévole dans une ligne d'écoute, animatrice d'ateliers auprès des personnes âgées, vivant de l'isolement ou encore comme médiatrice citoyenne pour Équijustice. Encore une fois cette semaine, au Héros Anonymes, une rencontre avec 2 personnes dévouées qui ont à cœur d'aider leurs proches. Une courte pause et on reçoit Bato Redzovic, directeur général d'Accueil Parrainage Outaouais. Il y a quelques décennies, Bato Redzovic, réfugié de la Bosnie-Herzégovine, est arrivé au Québec un 11 août. Moins d'une semaine plus tard, il avait trouvé un logement et débuté ses cours de français. Aujourd'hui, directeur général d'Accueil Parrainage Outaouais, il nous raconte comment, disons, la situation des immigrants a sans doute bien changé depuis. Bonjour, Bato. Bonjour. Oui, quand vous nous disiez ça un peu, le récit de votre intégration, je me disais, wow, ça s'est fait rapidement, mais j'ai l'impression que c'est pas nécessairement le cas des immigrants ces jours-ci. Mais évidemment, ça dépend toujours de plusieurs facteurs. L'intégration, c'est un processus multidimensionnel. Et bien sûr qu'il dépend de plusieurs facteurs comment on va réussir, vous savez. Parce que quand on parle d'immigration, on a plusieurs catégories. On a les réfugiés qui arrivent sur certains plus vulnérables comme les clients. Et puis là, quelquefois, on devrait commencer de zéro. Oui. Mais quelquefois, quand on parle d'immigration économique, ça peut aller un peu plus facile que... Oui, c'est ça. Expliquez-nous, là, il y a des catégories d'immigrants, parce que là, on entend les réfugiés, les demandeurs d'asile, les immigrants économiques. C'est quoi le tableau un peu des types d'immigrants que l'on accueille au Québec? Mais au Québec et au Canada en général, on accueille plus d'immigration économique. Mais sûr et certain qu'on a un pourcentage de réfugiés pris en charge par l'État ou pris en charge par un groupe privé. Et puis, on peut parler peut-être de 10% d'immigrants qui arrivent dans ces catégories. Bien sûr qu'on a un certain nombre de gens qui arrivent au Canada qui demandent d'asile, ce sont les revendicateurs de statut. Et puis, c'est le gouvernement du Canada ou bien les commissaires nommés par l'immigration Canada qui décident est-ce qu'ils vont donner un statut de réfugié au Canada ou ils vont être refusés. Quand on parle de demandeurs d'asile, je pense que
à peu près 45% sont acceptés comme réfugiés, 45% sont refusés. Il y a 10% qui changent le statut ou qui retirent les demandes dans ce sens-là. Et est-ce qu'il y a une différence entre réfugiés et demandeurs d'asile? Mais sûr et certain, parce que les réfugiés qui arrivent comme tels au Canada, ils arrivent au Canada avec un statut de résident permanent, qui leur donne tous les droits, comme aux citoyens canadiens, sauf le droit d'être en élection et de se présenter comme les candidats ou peut-être de voter. Les responsabilités aussi, hein? C'est ça. Mais de l'autre côté, un demandeur d'asile peut avoir ses droits limités. Parce qu'il va attendre d'être accepté comme réfugié et après aller vers la demande de devenir résidence permanente, il peut prendre entre 4 et 5 années. Et on parle aussi ces temps-ci, l'immigration est sur la sellette, autant sur la scène de la politique canadienne qu'américaine. Qu'est-ce qu'on entend par les immigrants temporaires? Mais quand on parle d'immigration temporaire, bien sûr, on touche les travailleurs temporaires et on touche étudiants. Alors, c'est le choix de société dans ce sens-là d'évaluer ses besoins et de laisser les gens d'entrer ou travailler temporairement ou d'étudier au Québec. En général, il faut souligner un étudiant qui termine les études ici au Québec peut facilement arriver après ses études jusqu'à résidence permanente. Oui, parce que c'est ça, il y a eu plusieurs enjeux au niveau des étudiants. En fait, les discussions étaient autour de resteront-ils après versus l'investissement de les accueillir. Vont-ils rester contribuer à la société d'accueil? Oui, évidemment. Nous autres, comme un organisme communautaire, on est là vraiment pour les accompagner, de se sentir mieux et de se débrouiller mieux et de s'intégrer dans la société québécoise plus vite possible. Oui. Vous disiez, Bateau, que c'est un processus qui est multidimensionnel. Donnez-nous un peu une envergure de toutes ces dimensions. Mais vous savez, quand on parle de différentes dimensions, on parle d'intégration linguistique d'abord et avant tout. Après, c'est économique. Vous savez, c'est très important de se lancer sur le marché du travail. On peut parler d'intégration sociale, culturelle. Et puis, on a d'autres dimensions lesquelles je touche rarement, mais on peut parler d'intégration politique et bien sûr religieuse. Vous savez, quand on parle de différentes dimensions, mais de l'autre côté, il faut souligner que l'intégration est bidirectionnelle aussi. Elle engage les personnes réfugiées et immigrantes, bien sûr, et sa famille, et les membres et les institutions de la société d'accueil. Quand vous dites bidirectionnel, c'est dans quel sens? C'est la société qui accueille? Puis... Absolument. C'est l'institution de la société d'accueil, bien sûr les membres, et de l'autre côté, famille et réfugiés. Parce que au niveau d'évaluation de besoins, la société devrait dire qu'est-ce qu'elle a besoin. Et de l'autre côté, les nouveaux arrivants, ils cherchent sa place. C'est la société qui devrait le donner en place. Et je peux vous dire que vraiment les Québécois sont vraiment très accueillants et qu'ils accueillent, je dirais, toutes les catégories avec les bras ouverts. Oui. En tout cas, dans votre cas, là, ça fait, je disais, quelques décennies. Le chiffre exact là, de votre accueil au Québec, Bateau? 30 ans. 30 ans. Au mois d'août, c'était exactement 30 ans que je suis arrivé avec ma femme et 3 petits enfants. 30 ans, donc, depuis ce fameux 11 août que vous êtes arrivé. Oui, c'est bien ça. Et puis, vraiment, c'était quelque chose, vous savez, parce que partir visiter un pays, c'est tellement différent que venir vivre dans un autre pays. Et bien sûr, passer le choc culturel comme tel. Ça a été quoi vos plus gros chocs à vous? Mais vous savez, je dirais que toute personne qui vient vivre dans un nouveau pays fera l'expérience d'un certain degré de choc de culture. Pour moi, d'abord, c'était linguistique. Je ne parlais même pas un mot de la langue française. Wow. C'est quelque chose comme défi. Mais vous savez, aujourd'hui, après 30 ans, vraiment
complètement différent. Mais vous savez, quand on parle de choc culturel, on parle bien sûr de périodes d'euphorie, de périodes de fascination. Quand je suis arrivé, quelqu'un me donne un chèque que je peux payer le logement, que je peux payer la nourriture, que je peux souvenir aux besoins de ma famille au niveau de vêtements aussi, etc. Alors, je me demandais toujours, est-ce que je vais être obligé un jour de rembourser tout l'argent comme tel, parce que ça n'existait pas dans les pays desquels je suis arrivé. Et en général, les gens, quand ils arrivent, on peut avoir les questions comme telles, vous savez là. Alors, et c'est la période quand on pense que tout va aller vraiment bien et facile, vous savez. Tandis qu'après quelques mois, on réalise et on commence à poser les questions. L'écart de perception et le chèque dont vous parlez, parce que je sais qu'il y a des réfugiés vulnérables qui sont pris en charge par l'État et d'autres qui sont pris en charge par un groupe de citoyens, là, un parrainage collectif. Oui. Donc, quand vous parlez de chèque qu'on reçoit, c'est de la part de qui? Mais quand je parle réfugiés pris en charge par l'État, bien sûr, c'est le gouvernement qui vous donne l'aide sociale dès que vous êtes arrivé, qui organise un hébergement temporaire par les organismes comme Accueil Parrainage Outaouais en 14 destinations au Québec. Et puis, bien sûr que le gouvernement vous donne tout de suite le chèque d'aide sociale, mais quand on parle de parrainage privé, c'est le groupe de citoyennes qui s'occupe les réfugiés pris en charge par un groupe privé ne peuvent pas avoir l'aide sociale première année. Et puis, c'est vraiment un groupe de citoyens qui s'occupe au niveau d'accompagnement, au niveau d'intégration, au niveau de les donner, de réserver un logement et puis de regarder vraiment comment ils se sentent et comment ils passent ces journées dans ce sens-là, de les aider vraiment de se sentir mieux, de bien sûr de se lancer sur le marché du travail s'ils sont prêts, sinon de les préparer comme il faut pour. Et du côté de votre organisme, bon, vous facilitez cette intégration-là, mais je sais qu'il y a aussi, on parlait de parrainage collectif, mais il y a aussi un parrainage civique. Pouvez-vous nous expliquer la différence? Parrainage collectif et parrainage civique. Non, je ne sais pas parrainage civique. En fait, je pensais, j'évoquais probablement plusieurs de nos auditeurs ont vu le film Rue. Au niveau du récit du Vietnam, mais il y a des gens comme ça qui sont bénévoles dans la terre d'accueil. Mais absolument, vous savez, moi je vais vous dire d'abord que l'organisme comme Accueil Parrainage Outaouais et les autres au Québec, en général, sont supportés par le ministère d'immigration du Québec, ministère d'immigration, de la francisation et d'intégration. Et puis, il finance les organismes au niveau d'accueil, d'établissement d'intégration et certaines activités qu'on organise pour les nouveaux arrivants. Je vais toucher jumelage dans ce sens-là. Alors, vous savez, on met en contact, communication les gens d'ici avec les nouveaux arrivants. On le met ensemble pour découvrir, pour passer certains nombres des heures par semaine ensemble. Et puis, vraiment, c'est très apprécié du côté des organismes d'avoir le bénévole comme tel qui s'implique au niveau d'aide au devoir, qui s'implique vraiment d'aider les gens dans les plusieurs sens. Mais si je pense au film Rue, on voit les acteurs qui personnifient les personnages du film aider, entre autres, au niveau de se meubler, vraiment de les intégrer aussi, de les présenter à d'autres voisins. On voit qu'ils sont très impliqués avec eux. Mais vous savez, moi, je dirais que le principal défi est de faire en sorte que l'immigration devienne réellement un enjeu important pour l'ensemble de la société québécoise. Vous savez, là, quand on a plusieurs institutions, quand on a les gens qui s'impliquent, dernièrement, nous autres, à l'Accueil Parrainage Outaouais, on a développé une bonne trousse pour les associations de quartier et même pour les autres organismes communautaires, pour tout le monde qui souhaite faire participer des personnes immigrantes à ces activités et pour les accompagner à s'intégrer et de se sentir mieux. Qu'est-ce qu'on retrouve, Bateau, dans cette trousse? Dans la société, dans cette trousse, je peux vous dire que
il y a plein de bons conseils, de définitions et les bons conseils aux citoyennes des étapes de l'intégration, les besoins des personnes immigrantes, où ils résident à peu près, quand on parle de la ville de Gatineau, et à peu près c'est quoi le rôle de l'association de quartier, de l'association des résidents, et le rôle d'organismes communautaires qui peut être très utile pour les nouveaux arrivants. Bateau, je vous propose qu'on fasse une courte pause et on poursuit notre discussion tout de suite après. Avec plaisir. Chantal Doré, de retour au Héros Anonyme, en pleine discussion avec Bateau Redzovic, directeur général de Accueil Parrainage Outaouais. Donc, on a commencé, Bateau, à parler un peu des services que vous offrez. Il y a on parlait comment vous avez commencé rapidement vos cours de français, mais d'abord, avant d'être en mesure de parler français, il faut minimalement pouvoir s'exprimer et être entendu. Donc, vous êtes très actif avec un service de traduction et d'interprète, je crois? Oui. On gère une banque d'interprètes régionale ici à l'accueil parrainage Outaouais, très utilisée, disons, la majorité des appels viennent d'un service de santé. Je dirais 95% de demandes, c'est au niveau de la santé. Ça fait vraiment 25 ans. On est en possibilité de donner le service en 35 langues différentes. 35 langues. C'est ça. Alors, vous savez, l'accompagner quelqu'un, si il ne peut pas vous comprendre, c'est pas vraiment un accompagnement. Et puis, c'est un banque d'interprète très utile, je dirais. Et puis, surtout quand les gens sont en hébergement temporaire, parce que nous autres, à l'accueil parrainage Outaouais, on a les petites 6 chambres où on accueille les nouveaux arrivants, comme l'hébergement temporaire, en attendant de les trouver quelque chose comme le logement qui répond aux besoins familiales comme tel. Et là, bon, on se le cachera pas, on parle souvent des enjeux de la pénurie de logements. J'imagine que vos accueils temporaires se prolongent de quelques semaines. Mais oui, vous savez, dans le temps, on était obligé d'installer les gens dans les 5 jours ouvrables. Heureusement, maintenant, le ministère nous donne possibilité de garder les gens jusqu'à 3 semaines. Et quelquefois plus quand il s'agit de familles nombreuses. Et puis, vous savez, l'offre de logement est vraiment très bas. Le taux d'inoccupation est 0 point, je ne sais pas, 7-8 quand on parle de 3 logements, de 3 chambres et plus. C'est vraiment un défi principal aujourd'hui de trouver un logement qui répond aux besoins familiales dans le sens de premièrement de prix. Moi, je parle toujours, c'est très difficile quand on travaille avec famille monoparentale, quand on travaille avec célibataire, vraiment, c'est très difficile de trouver une chambre, un petit logement à lequel on peut payer. Les prix sont explosés, je crois, partout au Québec, à Gatineau, sûr et certain, et puis que les gens viennent difficilement de trouver quelque chose qui répond aux besoins, je dirais une autre fois. Mais malheureusement, c'est ça, c'est un enjeu à la grandeur du Québec, qu'on soit immigrant ou citoyen, j'allais dire citoyen québécois, citoyen canadien. Il y a au milieu de tout ça, là, toute la paperasse. Là. Est-ce que nous avons beaucoup de paperasse? Vous venez d'un pays socialiste, alors expliquez-nous la différence de paperasse. Il y en a plus ici, il y en avait plus...
ça se fait beaucoup plus facile ici, vraiment. Ouais. Vraiment. Moi, quand je vous parle, le pays d'où j'arrive, c'était une catastrophe quand on parle de processus et quand on parle d'aider les gens. Ici, ça va vraiment, ça va bien, vous savez. Oui, bien sûr qu'on est en accompagnement. Et puis, dans le soutien de toutes les démarches, quand on parle d'accueil établissement, on parle d'abord recherche de logement, après, vous savez, toutes les activités et les demandes qu'une personne devrait faire, numéro d'assurance sociale, on est là pour les aider de s'inscrire à la régie d'assurance maladie du Québec, de faire toutes les demandes au niveau d'allocation familiale, au niveau d'allocation logement, d'aller accompagner les gens, faire la première épicerie et de les installer dans le logement comme tel. C'est un processus. Moi, je vous ai dit qu'on a les petites 6 chambres ici, on a un bel projet. Et puis, un bel projet qui est supporté par Société d'habitation de Québec au niveau du programme d'habitation abordable. Et puis, espérons qu'on va avoir un nouvel édifice d'ici quelques années et augmenter le nombre de chambres où on peut accueillir les gens et peut-être de leur donner possibilité rester quelques semaines plus pour mieux choisir un appartement à long terme. Oui, bien, c'est un enjeu, on le disait, le logement qui est complexe et qui a plein de ramifications parce que dans le dossier du logement social, des fois, on dit qu'il manque de logements sociaux. Donc, pour des logements temporaires pour les immigrants, c'est tout ça là, qu'on se doit de redéfinir et construire. Donc, ce projet-là, il n'est pas construit, mais il a été accepté au niveau du financement? C'est bien ça, là. On a proposé un bel projet. Il était accepté par, j'ai dit, Société d'habitation de Québec. Et on est en plein développement. Je voyais que même parmi les services, l'aide au logement, l'aide à l'emploi, même de trouver une garderie, ça fait... Parce qu'encore là, souvent, de toute manière, si on est né au Québec, parfois, c'est aussi difficile de trouver une garderie pour nos enfants. Donc, vous pouvez... Comment vous arrivez à aider pour une garderie ou même un médecin de famille? Mais c'est vraiment difficile à dire. Quand on parle de médecin de famille, moi, je peux vous dire que ici à Gatineau, on a une clinique pour les réfugiés et demandeurs d'asile. Alors, qu'ils servent en premières années, parce qu'on peut avoir les cas difficiles. Vous savez, les gens qui viennent malades d'un camp de réfugiés, qui peuvent avoir, disons, un virus de tuberculose inactive, qui peuvent devenir actifs d'un jour à l'autre. Alors, c'est vraiment important de rencontrer une clinique tout de suite avec les nouveaux arrivants et aligner les gens vers les services comme tels. Quand on parle de garderie, bien sûr, les difficultés sont là pour tout le monde. On est obligé d'inscrire les enfants, de les mettre sur la liste, et après on est en accompagnement d'aller chercher l'aide au niveau de garderie en milieu familial au début, et bien sûr attendre si un place pour se libérer dans les garderies. Oui. Combien de personnes vous accompagnez par année, Bateau? Par année, entre 1100 et 1300. Quand même. Personnes par année, oui, c'est pas la situation comme à Montréal. Disons que Montréal a beaucoup plus les nouveaux arrivants. C'est à peu près 90% des gens qui restent à Montréal. Ici à Gatineau, on serve entre 1100 et 1300 nouveaux arrivants par année. Donc, je crois que l'organisme existe depuis 45 ans, c'est ça? Donc, ça a fait beaucoup de clients, beaucoup de bénéficiaires au fil des ans. Oui, on parle de plus que 20 000 clients qu'on a servis jusqu'à présent. 45e anniversaire, c'est au mois de février l'année prochaine. On se prépare pour ça aussi. On se prépare pour bien souligner notre 45e anniversaire. Comment ça a évolué, Accueil Parrainage Outaouais, au fil de ces années? Mais vous savez, c'était le diocèse de Gatineau qui avait l'initiative. Les premiers employés, c'était un prêtre et deux sœurs, Monsieur Lévi Martel, sœur Céline et Cécilia, et puis...
C'était beaucoup pour les premiers arrivants du Vietnam, j'imagine? C'est bien oui. ça. Là, c'était en 79, les préparations, et puis beaucoup de Vietnamiens qui venaient en région, qui ne savaient pas comment, en quelle façon de se débrouiller, de trouver un logement et commencer la vie. Et puis l'organisme, au début, a aidé juste les réfugiés pris en charge par l'État et au niveau de privé. Et après, on a développé le service vraiment et on le donne aujourd'hui à toutes les catégories, à tous les immigrants nouveaux arrivants qui peuvent appartenir à plusieurs catégories. Oui, on n'a qu'à suivre malheureusement les guerres dans le monde et on peut comprendre que au fil des décennies, vous avez eu des gens qui provenaient du Rwanda, de la Syrie, de l'Afghanistan, de l'Ukraine. Absolument. Absolument. Dernièrement, on a parlé d'Ukraine. On a servi proche de 300 Ukrainiens qui sont arrivés vivre ici en Outaouais. Et puis, oui, les Afghans, Rwandais, de la Bosnie aussi, là, quand je suis arrivé. Oui. Alors, malheureusement, quand on a les situations difficiles dans ce monde, quelque part, Canada et Québec sont vraiment ouverts et ils acceptent un certain nombre de réfugiés. Les gens qui étaient obligés de quitter le pays à cause de la situation difficile. C'est mon cas aussi. Alors, oui. Heureusement qu'on a les pays et les sociétés qui acceptent les gens dans ce sens aussi. C'est un enjeu très polarisant. On le sait au niveau du récent débat aux États-Unis. Là, c'est un enjeu qui est au cœur. On ne reviendra pas sur tout ça. Mais on le sait que c'est un sujet qui va revenir aussi dans les prochaines élections canadiennes. Mais moi, je veux me concentrer sur votre organisme. Vous êtes combien, Bateau, à aider toutes ces personnes? On est 13 personnes présentement à l'accueil parrainage Outaouais avec la volonté d'augmenter d'ici 2 mois pour une autre personne qui va s'occuper d'accueil et accompagnement des nouveaux arrivants. Et puis, prochainement, on attend 20 personnes qui vont se rejoindre dans notre société comme les étudiants, les infirmières qui sont déjà infirmières dans différents pays. Et puis Québec a décidé d'amener 1000 infirmières au Québec. C'est la 3e cohorte de personnes qui arrivent à Gatineau. Et puis c'est 20 unités familiales qui vont arriver d'ici 30 jours. On est obligé de les bien accompagner. Ils arrivent comme étudiants, ils sont obligés de suivre une année au cégep pour se mettre à niveau. Et puis l'accueil parrainage Outaouais est là aussi pour les accompagner comme il faut, avec tous les réfugiés qui arrivent et les autres catégories. Alors oui, on est 13 personnes, on a les gens qui sont vraiment très proche avec les familles. Très dévoué. Merci beaucoup, Bateau Redzovic, accueil parrainage Outaouais. Merci de nous avoir décrit votre situation. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré. À 22 ans, Théa Soulière cumule déjà 8 ans de bénévolat. Elle est active effectivement dans sa communauté depuis qu'elle est adolescente, à 14 ans. Et la future neuropsychologue est récipiendaire du prix Hommage Bénévolat Québec. Bonjour Théa. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Ça va bien. Et quelle belle feuille de route. Qu'est-ce qui t'a amené comme ça à t'impliquer à 14 ans? Les premières expériences, je dirais que c'est juste à cause de mon programme d'études là, au secondaire. J'ai dans un programme enrichi, puis c'est attendu de nous là, à un certain point de faire ça. Mais là, j'ai commencé à en faire également à l'extérieur du cadre de l'école. Là, puis j'ai trouvé quelque chose là-dedans qui me faisait du bien, puis en même temps qui pouvait être autant bénéfique aux autres. Fait que j'ai juste poursuivi là, depuis ce temps-là. Et ensuite, un peu, parce que c'est ça, je regardais tous les organismes sur lesquels tu t'impliques. C'est vraiment, on comprend pourquoi tu as reçu ce prix hommage. Alors, parle-nous un peu de tes différentes implications. Oui. Je vais parler de ce que je fais en ce moment. Là. Premièrement, je suis bénévole dans une ligne d'écoute. Fait que je fais de l'écoute pour des personnes
qui sont seuls, qui vivent de la solitude, de l'isolement, qui ont des soucis, qui veulent en parler à des gens qui sont neutres par rapport à leur situation. Donc, je fais ça depuis plus que 2 ans maintenant. Puis c'est ça. C'est mon... on dirait celui que ça fait le plus en termes de temps là, que j'ai gardé quand même, ça fait 2 ans. Et ensuite, qui fait également bientôt 2 ans, en novembre. Je suis médiatrice citoyenne avec Équijustice, dans le fond. Là. On est des médiateurs, on est une équipe qui va se rencontrer avec des gens qui font la demande de régler des conflits ou des bris de communication là, qui vivent au quotidien avec soit un voisin, une personne de la famille, un locataire, etc. Et c'est les gens qui font appel à Équijustice pour... réalisant qu'ils ont de la difficulté à en venir à une solution, qui font appel à un médiateur. Exactement. Des fois, c'est des personnes qui se parlaient beaucoup avant, que ça allait bien, puis là, il y a quelque chose qui se passe qui fait en sorte qu'ils sont plus à l'aise d'aller vers l'autre pour mettre au clair certaines choses. Il y a toutes sortes de situations qu'on voit là, en médiation. Ça rend vraiment plaisant puis diversifié là, comme type de bénévolat. Et est-ce que ta formation en psychologie, j'imagine, te donne beaucoup d'atouts dans ce genre d'implication? Ben, je pense que oui. Puis, tu sais, avant, je faisais du bénévolat un peu dans plein de choses diverses, là, mais justement, on dirait que mes dernières implications, là, depuis que j'étudie là-dedans, c'est vraiment centré sur la relation d'aide, là, parce que c'est ce qui m'intéresse plus tard, puis c'est ça qui me fait du bien, puis que je trouve que je me réalise bien là-dedans. Là. Donc, c'est ça, ouais. Et je crois qu'il y a une catégorie de gens aussi qui t'intéressent, qui t'interpellent particulièrement au niveau de leurs défis. Tu t'es impliqué notamment avec des personnes âgées. Tu as animé des ateliers pour eux? Oui, exactement. C'est des ateliers, dans le fond, là, qui étaient offerts par des bénévoles dans un centre d'action bénévole. Puis, j'ai donné ces ateliers-là là, qui visent à briser l'isolement pour les aînés, là, surtout à la fin de la COVID. C'était difficile pour ces personnes-là particulièrement. Donc, on faisait des ateliers dans lesquels on faisait des activités physiques, des activités de discussion. C'était vraiment varié. Là. On avait des thèmes créatifs, puis plusieurs segments là, qui faisaient en sorte que tout le monde pouvait participer, puis qu'on se réunissait comme ça pour passer un moment ensemble de qualité. Là. Puis c'était avec des personnes âgées, là, qui est justement la clientèle dont vous parliez, là, qui m'intéresse vraiment particulièrement. Là. Plus tard, c'est vraiment vers cette clientèle-là que je m'enligne. C'est des défis particuliers qu'ils ont que je trouve vraiment différents de, par exemple, la clientèle enfance. C'est la fin d'une vie, c'est des défis totalement différents pour la personne âgée. Là. Il y a souvent deux voies qui sont prises. Là. Soit la voie du désespoir un peu, puis d'être dans le laisser-aller, la solitude. Puis d'un autre côté, les personnes âgées peuvent tellement être dans en fait, donner au suivant, donner à la génération qui s'en vient, vraiment faire un éclairage intergénérationnel, les conseils d'une vie bien remplie. Voilà. Mais j'ai compris, c'est ça, c'est que ça t'a permis de préciser le type de clientèle avec lesquels tu aimerais travailler, mais également peut-être le type d'intervention. Peut-être que suite à cette expérience-là, je crois que l'animation d'atelier, c'était peut-être moins pour toi. Ben oui, je peux te réserver, là, animer pour moi, c'est difficile, là, juste de passer cette entrevue-là à la radio, je suis vraiment en situation de déséquilibre, puis ça me stresse, là. Ça se passe bien, Théa. Les gens, je suis sûre que les gens qui nous écoutent, qu'ils soient eux-mêmes des jeunes ou des parents ou des grands-parents, sont ravis de voir qu'une jeune femme de 22 ans a déjà envie de redonner à la collectivité. Fait que tout le monde t'accueille et t'écoute avec un grand cœur ouvert. Ben oui, c'est ça. Je le fais, puis voilà. Je me suis dit, mais en situation
de déséquilibre, puis ça va juste te faire avancer pour la suite. Ben déjà, de faire du bénévolat dans autant d'organisations, c'est déjà une manière de sortir de notre zone de confort, parce qu'on pourrait dire, comme étudiant, ben je reste à étudier ou encore à avoir des emplois plus traditionnels dans la restauration, dans le commerce de détail, mais t'es allé te frotter à une réalité avec ton bénévolat. Exact. Puis, ben c'est ça. Autant que je travaille dans le domaine de la relation d'aide que l'aspect bénévole dans ce même domaine-là. C'est ça. Ça fait juste me permettre de cheminer plus vite à travers ce que j'apprends à l'école. Puis, c'est ça, toucher un peu à tout, là, je pense. Comment ça a aidé ton développement personnel et professionnel d'être bénévole? Ben justement, vous en parliez, là, tu sais, être bénévole, c'est pas nécessairement facile parce que c'est quand même se mettre de l'avant, c'est réaliser une tâche pour laquelle, tu sais, au début tu connais pas, tu t'apprends beaucoup avec une équipe qui est des gens qui sont pas nécessairement dans le même domaine que toi, pas nécessairement le même âge. Tu sais, je suis assez jeune, là, donc ça a souvent créé des situations que j'ai dû vraiment... Comme quoi, par exemple, sans aller trop dans le détail ou te mettre mal à l'aise, quelle sorte de petit choc générationnel t'as vécu? Ben, mettons, la médiation, là, je me suis en ma formation, j'étais la plus jeune de beaucoup d'années, là, de au moins 40 ans. Là. Puis est-ce que c'est arrivé que des gens disent ben, qu'est-ce qu'elle va venir faire à nous aider, le l'âge de ma fille, ou est-ce que tu as vécu c'est ça, mais je pense en fait, tu sais, mettons, la médiation. Ben, j'ai mes rencontres avec les personnes, puis là, on parle de qu'est-ce qui se passe dans leur vie, puis comment qu'on pourrait régler ça, comment aborder l'autre. Ben, au début, c'est sûr que je me dis, j'ai souvent l'appréhension de cette personne-là, parce que c'est souvent des personnes qui sont beaucoup plus âgées que moi. Vont dire, ben, c'est qui, tu sais, cet enfant-là, c'est qui cette fille-là qui pense qu'elle va pouvoir m'aider, tu sais, à leur rien vu, etc. Mais tu sais, je me rends compte souvent que c'est moi qui me mets cette étiquette-là moi-même. Là. Donc, c'est pas nécessairement la réalité de la chose. Là. C'est plus moi qui adresse pas ces malaises-là, là, mais qui le vit de mon côté. Mais je pense pas que c'est ce que les gens pensent. Mais j'imagine que... Oui, puis j'imagine qu'une personne qui est en proie à une difficulté ou vit un différend avec un voisin ou peu importe, cette personne-là, elle est prise dans son enjeu, donc toutes les émotions sont mises à être dans ce différend-là. Donc, quand tu demandes de l'aide, en plus, si elle est gratuite, j'imagine que les services d'Équijustice sont gratuits. Exact, oui, gratuit. Donc, c'est pas dans le contexte où on fait appel à un consultant qu'on paye de nos poches et là, on voit arriver quelqu'un. C'est sûr que quand on est jeune, on doit prouver. Puis c'est drôle parce que je vais te dire que j'ai vécu ça. J'ai été très impliquée moi-même jeune. J'ai été directrice générale d'un organisme à 24 ans. Et à un moment donné, l'autre défi en vieillissant, c'est que les gens, en partant, te font confiance ou te... tu sais, quand on est jeune, on peut juste étonner et faire « wow, je pensais pas », puis finalement, quelle jeune femme sage, brillante et tout, alors que plus vieux, on prend pour acquis que tu as de l'expérience et là, on peut décevoir. Oui, je pense que c'est vrai, je l'avais jamais vu comme ça, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose dans l'aspect... On a peut-être moins d'attente envers cette personne-là parce que elle est toute jeune, puis elle peut juste nous surprendre puis nous faire voir les choses autrement, là. Et est-ce que dans ton rôle de médiatrice, ça a été quoi tes succès? Justement, hier, c'était notre rencontre d'équipe là, qu'on a une fois par mois environ. Puis justement, on a une situation qui s'est terminée après plusieurs rencontres avec chacune des deux parties impliquées dans le conflit. Puis finalement, mon co-médiateur et moi, là, on a vraiment... eu des bonnes nouvelles hier parce qu'ils nous ont laissé un message sur la boîte vocale comme quoi ils avaient été en mesure de prendre leur courage puis ils se sentaient en capacité de leurs moyens d'aller directement parler eux-mêmes à l'autre parce que nous, on fait des rencontres séparées. Donc, c'est seulement s'ils le veulent que nous, on est présents quand ils vont se parler pour
vraiment tenter d'avoir cette discussion-là qui est tellement difficile. Puis ils ont été capables de le faire sans nous. Ça veut dire qu'on les a bien outillés. Là, donc je suis vraiment contente de cette situation-là. Là. Ça me soulage de savoir que enfin c'est fini. Là, ça faisait 6 mois qu'il y avait cette problématique-là. Ouais. 6 mois. Et donc, je comprends que on va parler de médiation parce que quand on parle de médiation, on s'attend effectivement. En tout cas, moi, l'image que j'en avais, c'est le médiateur est là avec les 2 personnes. Mais je comprends qu'il y a un travail préparatoire qui se fait avec chacune des parties qui peut faire en sorte que les gens n'ont pas besoin de votre accompagnement pour se parler. Finalement, en bout de piste, là, vous les avez outillés, comme on disait. Ben exactement. Là, normalement, nous, comment on fonctionne, c'est qu'on a une rencontre exploratoire, dans le fond, qui sert à écouter la personne, qu'est-ce qu'elle a à dire, comment qu'elle vit la situation. Et ensuite, on contacte ou non la partie 2, puis on fait cette même rencontre avec eux. Ensuite, on a des rencontres préparatoires qui servent à vraiment préparer le discours, puis comment aborder l'autre, quelles choses ne pas dire, comment ne pas pointer du doigt, accuser. Des techniques de communication, puis réfléchir sur qu'est-ce qui se passe d'une autre façon. Puis normalement, la dernière rencontre, c'est celle où est-ce que les personnes sont les 2 présentes, puis que nous, on est là pour médier, mais souvent, on ne se rend pas là parce que les gens se rendent compte qu'ils ont tous les outils en eux là, pour prendre en main le reste de la conversation. Ouais. Est-ce que c'est des techniques que tu as appris qui t'ont surprise ou que tu te dis « Ah, j'aurais aimé savoir ça d'avance, ça m'aurait peut-être évité certains conflits plus jeunes? » Non, je pense que c'est plus un savoir-être qu'un savoir-faire dans la technique d'intervention quelconque qu'on utilise. C'est plus être dans l'ouverture, la multipartialité. Là. Vraiment, on va agir avec chacune des 2 parties en étant partielle à ce qu'ils nous disent. Donc, si je vais... ma chef d'équipe, là, qu'est-ce qu'elle me dit tout le temps? Si je ris avec toi dans une rencontre, ça se peut que je ris avec l'autre, là, parce que on est partiel aux 2 situations, puis je pense que c'est des choses comme ça, là, dans l'accueil, puis c'est plus un savoir-être, au final, pour moi. Ouais. Et est-ce que ça fait en sorte que tu as tendance à être plus neutre, impartiale ou médiatrice, par exemple, quand tu vois un conflit entre certains de tes amis ou des membres de ta famille? Je sais pas. On dirait que j'en ai pas vécu récemment. Donc, j'imagine que peut-être ça va me donner un coup d'œil différent sur la chose, là. Parce que, qui reste toujours, là, c'est clair. J'ai tendance à penser des fois que les gens aiment qu'on prenne leur bord, entre parenthèses, et quand on veut pas justement s'immiscer dans un problème qui est pas le nôtre, cette neutralité-là, pour certaines personnes, peut être vue comme un manque de solidarité, alors que c'est pas ça, au fond, si je comprends bien. Ben non, puis le terme neutralité bienveillante, là, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment beaucoup utilisé là, dans les domaines en relation d'aide. Là, justement, c'est une technique qu'on utilise beaucoup à mon travail aussi, là, notamment. Puis c'est ça, donc d'être neutre, mais d'être avec la personne, être dans une position d'écoute puis d'accueil vraiment inconditionnelle, là, je dirais même. Puis laisser la personne se livrer à ce qu'elle a à nous dire, puis être dans la neutralité, puis mais être présent. Puis je pense que c'est ça l'important là, des fois. Mais c'est sûr que quand on est avec la famille et les amis, on va avoir une petite émotion là, qui va paraître, puis des réflexions personnelles. Là. J'ai l'impression que depuis que ces personnes-là sont plus proches de nous, c'est plus facile de réagir. Mais bon, dans des situations, par exemple la médiation ou la ligne d'écoute, j'ai pas vraiment de difficulté avec ça. Que de sagesse dans tes propos, Théa. Ça me rend pleine d'espoir pour la jeunesse et l'avenir. Si tu veux bien, on prend une courte pause et on poursuit notre discussion tout de suite après. Parfait. Merci.
retour en studio pour notre dernier bloc des héros anonymes. Nous discutons avec Théa Soulière, récipiendaire du prix Hommage Bénévolat Québec, catégorie jeunesse. Théa, pendant la courte pause, Mathieu Tessier, le régisseur, et moi, on se disait mais ça devrait être enseigné quasiment au primaire, ces techniques-là. Qu'en penses-tu? Oui, ben c'est sûr, là, mais je pense que des enfants du primaire, des fois, c'est... non, quoique, ça me fait changer d'avis. Là. Mais... c'est bon? Comment je pourrais dire? Ben oui, c'est sûr qu'il faut avoir la maturité émotionnelle de les appliquer, mais je pense que j'en ai assez vu là, des jeunes. Là, j'ai travaillé en maison des jeunes pour savoir que... Mais en fait, maison des jeunes, c'est un peu plus âgé que le primaire. Oui. Là. On est plus à partir de 10 ans, là, Maison des jeunes? C'est ça, oui. Que des ados, c'est tellement mature émotionnellement. Là, si ces techniques-là, si ça leur avait été nommé, si c'était capitalisé un peu plus, je pense que ça serait vraiment bénéfique. Là, mais en même temps, j'en ai tellement vu qu'ils le portaient en eux plus naturellement que ouais, on dirait que c'est partagé. Peut-être qu'il n'y a pas tout le monde qui a eu la chance de tomber sur des situations qui étaient porteuses de ce genre de sens-là pour eux, puis qui n'ont pas nécessairement eu des parents qui étaient assez ouverts ou émotionnellement aptes à prendre ça. Là. Mais oui, à l'école, définitivement, ça pourrait être des choses qui pourraient être mises de l'avant. Mais je crois comprendre que ta mère semble dotée de ce type de qualité-là. Elle était aussi très engagée socialement. Ben oui. Ma mère, c'est une des personnes qui m'encourage, là, vraiment. D'ailleurs, c'est elle qui a rempli ton dossier de candidature. Exactement. Et ben oui, c'était la deuxième année qu'elle m'inscrivait, puis la première année, je l'avais pas eu. C'est une autre fille dans mon programme à l'école qui l'avait eu, donc c'est quand même drôle. Mais c'est ça, c'est elle qui a posé ma candidature, je suis vraiment reconnaissante pour ça. Puis je dirais que elle m'inspire depuis longtemps parce que elle a vraiment cette fibre-là elle aussi elle travaille dans le domaine de la relation d'aide, là, donc elle a toujours été vraiment bienveillante, vraiment empathique. Je me suis toujours associée à elle, là, on se ressemble beaucoup sur ces aspects-là. Je pense que je me suis développée en la regardant là, beaucoup. Puis c'est ça, elle aussi beaucoup de bénévolat qu'elle a fait au fil des années. Puis récemment, on cherchait à agrandir notre équipe de médiation. Puis là, j'avais parlé à mon équipe que ma mère serait peut-être intéressée. Puis ben oui, elle m'a confirmé qu'elle allait faire la formation là, au mois de novembre. Fait qu'on va être médiatrices ensemble. Là. C'est vraiment le fun. C'est intergénérationnel. Là. Je suis vraiment contente qu'on n'a jamais été bénévoles ensemble. Donc oui, ça va être vraiment une expérience différente, mais vraiment belle. Là. Je trouve ça beau. Et quand tu parlais tout à l'heure de co-médiateur, est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais justement faire avec ta mère? Oui. Ben en fait, c'est sûr que quand on commence, il faut faire des situations avec notre chef d'équipe, là, parce que c'est elle qui va plus nous coacher. Puis après ça, on peut se mêler avec les autres membres de l'équipe. Là. Donc un jour, certainement. Vous ne devez pas avoir de chicane ou de différence souvent, toutes les deux. Vous êtes bien outillés. Non, c'est ça. Je pense qu'en plus, on est vraiment similaires. Donc, on agit pas mal similairement dans les mêmes situations. Là. Donc, ouais, c'est bien le fun comme relation. On parlait d'avoir la maturité. Je sais que tu te passionnes pour la neuropsychologie. Donc, j'imagine que dans le développement du cerveau, parfois, si le cerveau n'est pas encore assez développé pour comprendre certaines notions, on aurait beau faire de la formation. Si le cerveau n'est pas encore capable de comprendre, ben là, on a un os, là. C'est dur à expliquer, j'ai l'impression, puis peut-être que je ne connais pas encore assez pour répondre à cette question-là au niveau vraiment biologique, là, mais en fait, peut-être que c'est pas assez renforcé
Parce que c'est des concepts qu'on a vus une fois puis que ça n'a pas été... c'est ça exactement renforcé, donc c'est appris une deuxième fois, puis la plasticité neuronale, c'est vraiment de renforcer les connexions qui sont faites dans le cerveau, là, donc peut-être si on est exposé plus souvent, ça pourrait se développer. Exactement, puis surtout dans le développement, là, c'est important là, d'avoir des bons modèles, des bons profs à l'école qui prennent le temps d'expliquer ce genre de concepts-là, puis avoir cette philosophie-là, des bons parents, frères, sœurs, tout ça, là, ça se passe à l'enfance pour plusieurs de ces aspects-là. Là. Ouais. Mais oui. Et là, on parlait comment, des fois, avec les personnes âgées, dans le rôle d'animatrice, c'était peut-être moins ton naturel. Donc là, je comprends, tu es en train de faire un doctorat clinique. Donc, on est plus, tu t'enlignes plus vraiment pour la neuropsychologie ou pour faire de la recherche? Pour la neuropsychologie, là, en fait, je m'enligne pas pour la recherche, là, mais j'en fais quand même pour mon essai. Là, donc, je fais un projet, justement, sur... l'effet de positivité chez les personnes âgées. En fait, c'est un effet qui est beaucoup étudié, là, qui explique un peu comment les personnes âgées perçoivent ce qui leur est présenté, ce qu'ils voient au quotidien, là, comme quoi, avec l'avancement en âge, c'est plus bénéfique pour la personne âgée de capitaliser sur les aspects positifs et puis laisser de côté le négatif. Donc, j'ai fait un projet là-dessus présentement. Par quel moyen, Théa? Par la lecture? Comment on arrive à exposer? Par la lecture. Ouais, OK. Oui, ça a beaucoup été étudié dans des contextes qui sont pas vraiment représentatifs de la vie de la personne âgée. Là. Par exemple, on faisait lire à des personnes âgées des listes de mots qui soit été connotés positivement ou négativement, où on leur montrait des visages émotionnels, mais qui étaient faits avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est pas vraiment des concepts qui sont représentatifs d'un quotidien. Là. Donc, moi, je trouvais qu'il y avait une lacune là-dedans. Donc, j'ai décidé de faire le même genre de projet, mais pour voir si ça si on pouvait l'apercevoir aussi, cet effet de positivité-là, dans un contexte de lecture qui est vraiment plus réaliste pour une personne au quotidien. Là. Puis est-ce que jusqu'à présent, il y a certains constats qui se confirment? Ça va être un peu compliqué à expliquer pour quelqu'un qui n'a pas participé à mon projet, là, mais je vais le publier là, ultimement. Donc, ça va être à lire, mais donc oui, j'ai des effets de positivité que j'ai remarqués à date, mais j'ai pas analysé toutes mes données. Donc, voilà. Une vraie chercheuse professionnelle. Mais j'entendais aussi que à la ligne d'écoute où tu bénévoles, il y avait une statistique qui disait, parce qu'on parle beaucoup de l'isolement des personnes âgées, mais qu'en même temps, que le groupe d'âge des 65 ans et plus était très heureux finalement. Ben, pas nécessairement très heureux, parce qu'en fait, la statistique dit que c'est le groupe d'âge qui souffre le moins de dépression. OK. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont plus heureux? Je ne sais pas. J'imagine qu'il y a une nuance entre les deux, là, mais j'étais vraiment surprise d'apprendre ça, vu qu'on voit beaucoup d'isolement et de solitude chez cette clientèle-là. Donc peut-être quand ils sont accompagnés, c'est eux chez qui ça fait un impact plus grand et à l'inverse, l'inverse est aussi vrai. Comme quoi ils perçoivent peut-être les événements de la vie définitivement de façon différente à cet âge-là. Là. Peut-être qu'ils interprètent certaines choses plus positivement que les jeunes adultes qui ont tendance à plus se rappeler puis plus reconnaître facilement le négatif, là, comme chercher la plus petite preuve possible que tout se passe mal. Peut-être que ce changement-là est vraiment adaptatif pour la personne âgée. Théa, un bon bénévole, c'est quoi? Je pense pas qu'il y ait vraiment un qualificatif ou une... Mais j'entends beaucoup d'engagement. J'entends beaucoup d'engagement dans ton bénévolat. Ben oui, c'est sûr, je suis engagée. Sinon, je pense que je me désisterais de certains contrats que je prends, là. Mais je
Je pense que d'être engagé, oui. Puis faire comprendre beaucoup de choses, là, d'être ponctuel, de traiter ça comme si c'était une job. Pour moi, je trouve que c'est vraiment des concepts clés, là, parce que c'est pas parce que tu n'es pas payé que tu dois prendre ça à la légère. Là. Je trouve qu'un engagement, c'est un engagement, peu importe qu'il soit payant ou non. Là. Donc, il y a cet aspect-là, mais pour moi, c'est vraiment l'ouverture, puis la bienveillance envers la clientèle. Puis, je pense la chose la plus importante, c'est l'enthousiasme. Parce que c'est ça que je remarque. Là. Il y a des contrats de bénévolat ou des trucs que j'essaye que finalement, je réalise que je n'étais pas la plus enthousiaste à ce moment-là. Puis il y a d'autres choses que je fais qui me rendent vraiment, je répète mon mot, enthousiaste. Oui, moi j'étais très enthousiaste, Théa, de te recevoir. Merci d'avoir été avec nous. Et c'est ainsi que se termine cette émission des Héros Anonymes. Je remercie mon équipe, Catherine Bourdoran à la recherche, Mathieu Tessier en régie, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique, Chantal Doré au micro. Vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur les plateformes de balado-diffusion, entre autres la semaine dernière, une super autre jeune de 22 ans, Victoria F. Legault. À bientôt!